mais l'idée s'est installée que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à toutes et à tous, je suis François Langlais et je vais être le modérateur de cette session dont le titre, vous le savez, est « Compétition mondiale, défis écologiques, audace créative, comment partager sa vision ». Pour cela, nous allons accueillir dans un instant un grand patron français. Il dirige une entreprise dont l'histoire se confond avec l'histoire économique française parce que Renault a été et est toujours un symbole de l'industrie française. Nationalisée après la guerre, la régie, comme on l'appelait à l'époque, elle a développé et fabriqué d'innombrables modèles de voitures qui ont transporté nos pères et nous-mêmes, qui ont transporté la classe moyenne française pendant les 30 Glorieuses, de la Dauphine à la R25. C'était aussi la vitrine sociale de la France et elle a été le lieu de revendications et d'avancées sociales qui ont été autant de jalons qui balisaient notre route vers le progrès. Au début des années 80, pourtant, Renault a connu des difficultés assez graves au moment où la France avait du mal à s'adapter justement aux changements économiques mondiaux. Son patron, Georges Besse, vous vous en souvenez, a été assassiné par des militants d'extrême gauche. Un double traumatisme qui a été ensuite dépassé avec une véritable rénovation technologique, industrielle et financière. Renault a été modernisé, a été privatisé, a été introduite en bourse, internationalisé, pour conduire en 1999 l'alliance avec un grand A, c'est-à-dire l'accord avec le constructeur japonais Nissan. Avec Nissan, aujourd'hui, avec Avtovaz, le russe, Samsung, le coréen, avec Dacia, Renault est aujourd'hui le 3e constructeur mondial, avant qui sait d'ailleurs de franchir une nouvelle étape, puisque une autre alliance est en préparation. J'espère que notre intervenant nous en dira plus avec un constructeur allemand, Daimler. L'héritier de cette histoire, de cette tradition, c'est aussi l'acteur principal de la dernière étape. Il est avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, bonjour. Bonjour. Les règles du débat sont celles de la Cité de la Réussite, vous les connaissez tous. Quelques minutes de dialogue avec Carlos Ghosn, et puis après nous prendrons les questions des étudiants de grandes écoles françaises qui ont été préparées justement pour vous, et puis une demi-heure avant la fin du débat, nous prendrons vos questions. Il y aura des micros qui circuleront dans la salle de façon à ce que vous puissiez échanger avec notre grand témoin. Carlos Ghosn, je le disais, Renault c'est la France. Pourtant, aujourd'hui, le centre de gravité du groupe s'est forcément déplacé parce que les marchés sont ailleurs, et vous en avez été l'acteur, bien sûr, parce que le groupe ne fabrique plus qu'une voiture sur 5 en France, pour des raisons que vous allez peut-être nous expliquer. Renault est-elle toujours une entreprise française? Oui. Oui, oui, je réponds très clairement oui. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise française? C'est une entreprise qui a son histoire en France, ses racines en France, sa culture est essentiellement française, même si de plus en plus les entreprises cherchent à devenir locales là où elles vont s'implanter, qui a l'essentiel de son management qui est français, pas tout son management, mais l'essentiel de son management qui est français, et qui est fier d'être français à l'international. Nous sommes en train de passer une offensive en Inde, et le logo de la campagne, c'est « Bonjour India ». Nous sommes français, oui, et nous continuerons à rester français, quelles que soient les polémiques autour de est-ce que vous fabriquez suffisamment de voitures en France, est-ce que vous faites de l'outsourcing. Ces polémiques, vous les trouvez injustifiées?
Non, pas du tout. Franchement, je l'ai subi partout. Au Japon, c'est la même chose. Hein. Est-ce que Nissan produit suffisamment? L'équivalent de M. Non, mais Montebourg ça existe n'est au pas- Japon. Exactement. Ça n'est pas typiquement français. Dans tous les pays, vous avez ce genre de débat. C'est-à-dire, est-ce que Nissan est japonais? Est-ce que Renault est français? Est-ce que GM est américain? Vous avez ce genre de débat. Ces débats se posent de manière différente, avec des acteurs différents, avec des acuités différentes. Mais c'est quelque chose que je prends avec beaucoup d'objectivité, parce que je le vois sous tous les angles. Ça n'est pas quelque chose qui est profondément français, c'est quelque chose qui est profondément humain. Qu'est-ce que c'est la francitude au fond de Renault? Ça se traduit comment? Est-ce que ça a des conséquences sur vos décisions, sur votre stratégie, sur la façon que vous avez de conduire le business, de décider de l'implantation de telle ou telle usine? Ah ben sans aucun doute. Je dirais que la façon dont nous prenons les décisions, le type de décisions que nous prenons, les pays où nous mettons les priorités, le type de produits que nous sommes amenés à amener est profondément influencé par la culture française. C'est-à-dire en quoi? Écoutez, je vous donne un exemple. Quand nous avons, vous en citez plusieurs, quand nous avons décidé d'augmenter nos capacités de production pour produire la plateforme Logan, nous avons choisi le Maroc. Le Maroc, pourquoi le Maroc? Si vous voulez aller dans un pays low cost, vous allez trouver un pays qui est francophile, qui est un pays qui est francophone, un pays qui est proche de la France. Or, le Maroc, pour moi, c'est... C'est pas la France, quand même. Ah, non, c'est pas la France. Mais s'il faut que vous alliez dans un pays low cost, nous n'avons pas choisi, je dirais, un autre pays. Nous avons choisi le Maroc. Et nous avons choisi le Maroc parce qu'au Maroc, on parle français, parce qu'au Maroc, il y a beaucoup d'entreprises françaises, et parce que nous sommes, à part la France, bien sûr, chez nous, un peu au Maroc. Voilà un exemple. Nissan n'aurait pas choisi le Maroc. Nissan n'aurait pas choisi le Maroc. Vous faites fabriquer la Clio en Turquie? Oui. C'est pas la France, là pour le coup on parle pas français. Enfin... Clio n'est pas du low cost, hein. Attention. Donc là, nous avons une répartition de production qui est en fonction des gammes. Or, ce que nous sommes en train de faire au Maroc aujourd'hui, quand on nous a reproché le fait, est-ce que le Maroc n'est pas un outsourcing à partir de la France? Non, le Maroc est un outsourcing à partir de la Roumanie. Ce qui était en cause, c'est est-ce qu'on double la capacité de production en Roumanie? Nous avons décidé de ne pas le faire. Donc nous avons décidé d'aller dans un autre pays pour ne pas avoir tous nos œufs dans le même panier. Et c'est là que nous avons choisi le Maroc. Alors quand on compare Renault au grand constructeur généraliste Volkswagen, constructeur allemand bien sûr comme tout le monde le sait, la part des véhicules qu'il fabrique en Allemagne est plus importante. Qu'est-ce qui explique, alors que les gammes évidemment ne sont pas les mêmes, mais enfin elles sont quand même dans un registre similaire, qu'est-ce qui explique que la proportion de voitures fabriquées sur le sol allemand par Volkswagen soit 2 à 3 fois supérieure à celle de Renault? Ça dépend beaucoup de votre gamme. C'est-à-dire vous avez d'autant plus de facilité à fabriquer dans votre pays d'origine, que ce soit la France, que ce soit le Japon, que ce soit les États-Unis, que vous avez une gamme qui est plutôt vers le haut de gamme. Qu'est-ce que nous produisons en France? Nous produisons le véhicule utilitaire. Nous produisons notre moyen de gamme. Nous allons produire bientôt notre haut de gamme. Donc toutes les voitures à forte valeur ajoutée, nous les faisons en France. Quand on rentre dans le low cost, c'est très difficile de fabriquer du low cost en France et d'être compétitif. Donc, plus un constructeur a un pourcentage de sa production plutôt vers le haut de gamme, il ne faut quand même pas oublier que Volkswagen a Audi, et que Audi est une très grande partie des profits de Volkswagen et du développement de Volkswagen. Alors évidemment, Audi, c'est plutôt du premium. Et faire du premium dans votre pays d'origine, c'est quelque chose qui est encore compétitif. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Allemands, de manière générale, produisent beaucoup plus dans leur pays, parce que le mix produit qu'ils offrent, il est beaucoup plus vers le haut de gamme, vers des voitures de ce type, que nous, qui sommes beaucoup plus vers le moyen de gamme et vers ce que nous appelons la gamme entry, c'est-à-dire l'entrée de gamme. Une question sur la place du patron que vous êtes dans la société. Quand vous avez été intronisé, en quelque sorte, vous étiez à Renault depuis déjà un moment, vous avez été, au fond, l'incarnation du français qui réussit dans la mondialisation. Et l'image des patrons, à l'époque, était assez positive, la vôtre plus encore que celle des autres. La crise est arrivée, la crise économique mondiale, qui a remis en cause le rôle des entreprises, les décisions des patrons. Il y a aussi des événements propres à Renault, cette affaire des vrais faux espions, c'est l'affaire de la Clio en Turquie. Et au fond, l'image a changé. Qu'est-ce que ça dit sur la place du patron dans la société? Est-ce que les patrons peuvent retrouver un certain leadership? Et si oui,
À quelles conditions, dans un contexte comme celui que je décris à l'instant? Écoutez, d'abord, aujourd'hui, vous avez commencé votre phrase en disant que vous êtes le symbole de la réussite dans la mondialisation. Symbole, réussite, mondialisation, vous mettez ces trois mots et c'est explosif. Par les temps qui courent, la mondialisation, c'est déjà quelque chose qui fait un peu peur. Symbole, dans les périodes de crise, on n'a pas trop les symboles, etc. Donc, c'est déjà explosif. À côté de cela, il faut quand même savoir que, toujours dans les périodes de crise, il y a une remise en cause du leadership, quel qu'il soit. Ça, on discutait à table sur la Bible, hein, même Moïse, quand il a fait sortir, je dirais, quand il a libéré le peuple et qu'il a été dans la terre promise, il y a eu des moments où on dit qu'il y avait des rébellions, les gens en avaient marre, etc. Donc, dans des périodes de crise où vous êtes sorti d'une période qui était difficile et que vous cheminez vers un objectif, quelle que soit l'attractivité de cet objectif, vous êtes soumis à contestation, c'est tout à fait normal. C'est l'essence même du leadership, d'accepter qu'en période de crise, il y a souvent, vous devez faire face à de la contestation, vous devez faire face à des critiques, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes. Bon, je vous rappelle que ce n'est pas forcément la période la plus difficile que j'ai vécue. La période difficile que j'ai vécue, elle était en 99 quand j'étais parachuté au Japon, que je ne parlais pas un mot de japonais, que je ne connaissais pas le Japon. Chez Nissan, bien sûr. Je suis arrivé chez Nissan, c'était une entreprise qui était en difficulté depuis 10 ans, qui était au bord de la faillite, et que les Japonais se sont dit, mais qu'est-ce que ce gars-là va pouvoir faire pour sauver Nissan, hein? Bon, et j'ai eu des articles et des attaques beaucoup plus virulentes que ce que j'ai vécu au cours des dernières années. Or, l'essence même du leadership, quand vous acceptez une position de leadership, il faut savoir que quand vous êtes dans une situation de crise, quelles que soient vos intentions, quelles que soient vos chances de succès, quel que soit votre courage, quel que soit tout ce que vous voulez, vous allez subir ce bombardement. Et si vous l'écoutez, et si vous êtes influencé, vous avez peu de chances de réussir. Donc, quelque part, il faut que vous vous blindiez, il faut que vous vous protégiez. Alors, se protéger, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas ce qui se dit. Il faut écouter ce qui se dit, il faut sélectionner ce qui va être utile, parce que de temps en temps, il peut y avoir des excès, de temps en temps, il peut y avoir des problèmes, mais il ne faut pas être trop influencé parce que vous finissez par changer de cap. Or, la période 2008 à 2012 a été l'une des périodes les plus riches en crise que j'ai connues personnellement. Nous avons eu la crise financière, suivie d'une crise économique. Nous avons eu nos crises internes. Dernièrement, il y a eu le tremblement de terre au Japon. Vous savez que notre chaîne d'approvisionnement, elle est quand même en partie japonaise, nous avons souffert. Nous avons la crise de l'euro. Maintenant, nous avons une récession en France et nous avons une récession en Europe. Je parle du marché automobile. Nous avons une concentration de crise au cours des 5 dernières années que je n'ai jamais vue auparavant. Donc, il est normal, quelque part, il serait absolument anormal que vous ne soyez pas, dans une période de crise, soumis à beaucoup d'interrogations et soumis à beaucoup de critiques. Est-ce que ça veut dire que ça va continuer? Je ne pense pas. Je pense que quand la crise sera passée, on va retrouver une certaine normalité et donc le management ou le leadership, qu'il soit économique ou qu'il soit politique, retrouvera une partie de son prestige. Juste un dernier point avant qu'on ne passe la parole à nos étudiants. Dans notre thème, il y a le mot partage. Qu'est-ce que peut faire un patron d'une entreprise mondialisée comme vous, justement pour partager sa vision dans une société qui, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, ne veut pas entendre ce message? Non, mais vous parlez de la société qu'il dirige. Non, la société française, la société européenne, la société mondiale. Mais la responsabilité d'un patron, c'est d'abord sa propre entreprise. Moi, je ne suis pas responsable, je dirais, d'une société qui soit plus large que celle que je dirige. Moi, j'ai une responsabilité. Ma responsabilité, c'est quoi? C'est la pérennité de Renault. Et c'est aussi la pérennité de Nissan. C'est ça ma responsabilité. C'est guider l'entreprise avec une stratégie, avec des objectifs, avec des hommes qui vont les aider à surmonter toutes les crises, de façon à ce que le jour où je termine mon mandat, où j'arrête de travailler, je puisse dire l'entreprise est dans une bien meilleure situation que quand je l'ai reçue et qu'elle est sur une pente qui lui assure une certaine pérennité. C'est ça ma responsabilité. Alors, ça c'est la responsabilité première. On est embauché pour ça. On est payé pour ça. À côté de ça, il y a une responsabilité vis-à-vis de la société dans laquelle on opère. Mais il n'y a pas de confusion quand même. Moi, je dirais, si moi je ne me sens pas responsable de Renault, personne ne se sentira responsable de Renault. Je dirais, c'est ma responsabilité première. Donc, le partage, il est d'abord avec les personnes qui constituent l'entreprise. C'est bien sûr les employés de l'entreprise, mais ses fournisseurs, ses distributeurs, ses partenaires. Et puis après, une fois que ça c'est fait, essayez d'expliquer à la société dans laquelle vous opérez, je dirais, essayez d'expliquer aux sociétés dans lesquelles vous opérez, parce que non seulement on doit expliquer à la France ce qu'est Renault,
Mais nous devons expliquer à la Russie ce qu'est Renault, nous devons expliquer à l'Inde ce qu'est Renault, nous devons expliquer à la Chine ce qu'est Renault, nous devons expliquer au Japon ce qu'est Renault. Ça, c'est notre responsabilité. Comment on le fait? On le fait d'abord en ayant une stratégie très claire que nous expliquons en interne, que nous déployons, et surtout, on le fait en agissant toujours de manière cohérente avec ce que nous avons dit que nous ferions. Ça, c'est extrêmement important. L'alignement complet entre les objectifs, les valeurs et l'action, absolument fondamental. On évoquait rapidement l'affaire des vrais faux espions. Pour le coup, ça, dans votre société au sens le plus strict, c'est-à-dire tel que vous l'avez défini, est-ce que ça a changé des choses? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où la légitimité du patron que vous êtes a été mise en cause par cette erreur de jugement? Alors, ce n'était pas forcément la vôtre, j'entends. Non, mais attendez, votre légitimité, elle est tout le temps mise en cause. Il n'y a pas un moment de répit dans la vie d'un patron. Elle est toujours remise en cause. Parce que, finalement, à chaque fois que vous franchissez une étape, ce que vous avez franchi ne compte plus. C'est déjà réalisé. Quelque part, ce qui compte, c'est l'étape d'après. Donc, c'est continu. Vous devez prouver votre légitimité. Votre légitimité, elle vient de vos actionnaires. Ils vous élisent, vous avez un mandat. Pendant ce mandat, vous exercez, vous avez des résultats. Tous les ans, vous venez rendre compte de ces résultats à vos actionnaires. Et après, ils décident de vous renouveler ou pas. Alors, au Japon, c'est beaucoup plus fréquent puisque c'est des mandats de 2 ans. Donc, tous les 2 ans, vous revenez et donc vous demandez la confiance et vous l'avez ou vous ne l'avez pas. En France, c'est tous les 4 ans. Donc, ce sont des mandats qui sont quand même assez rapprochés. Cette légitimité vient de là. Elle vient de là. Donc, les gens voient votre performance, ils voient les performances de l'entreprise, ils aiment ce qu'ils voient ou ils n'aiment pas ce qu'ils voient, et en fonction de ça, ils votent. Maintenant, entre-temps, vous êtes tout le temps questionné. Et ça me paraît tout à fait normal. Et il faut que vous expliquiez ce que vous faites. Je vais vous donner un exemple. Nous avons été très critiqués quand nous avons signé l'Alliance. Très critiqués. Aujourd'hui, c'est oublié puisque ça fait 13 ans que ça fonctionne. Mais je vous montre des articles de presse qui sont sortis en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. À l'époque où nous avons signé l'Alliance en 1999 et 2000, vous allez voir l'importance des critiques. À ce moment-là, je dirais qu'il y avait même quelqu'un qui avait dit « 2 mulets ne font pas un cheval de course ». C'était pour qualifier l'Alliance. Bon, maintenant c'est oublié. Pourquoi? Parce que nous avons apporté des résultats, nous avons apporté la preuve que c'était légitime. Le low cost. Le low cost, vous êtes témoin du fait que sur le low cost, nous avons été extrêmement critiqués sur le low cost. Alors que d'autres entreprises étaient en train de monter en gamme, pourquoi Renault se spécialise sur le low cost? Finalement, le low cost est un marché extrêmement profitable et aujourd'hui, le low cost, ce que nous considérons comme le low cost en Europe, est en fait le milieu de gamme dans les pays émergents et c'est ce qui fait le succès de Renault dans tout un tas de pays. Donc, vous avez le véhicule électrique. C'est une autre. Vous prenez une décision, vous lancez le zéro émission. On y viendra d'ailleurs dans un instant. Non, mais tout ça pour vous dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir de stratégie en pensant que cette stratégie va faire l'unanimité. Automatiquement, dès que vous prenez une position clivante, audacieuse en matière stratégique, vous allez être critiqué. Donc, il faut vous attendre à ce que systématiquement votre légitimité est mise en cause. C'est tout à fait normal. Et c'est à vous de prouver, 1, d'abord en la partageant, 2, en amenant des résultats, que c'était la bonne. Merci à vous. On va passer aux questions des étudiants et commencer par l'école polytechnique. Donc j'ai une question concernant le positionnement de gamme. Donc on voit aujourd'hui une évolution qui a l'air beaucoup plus favorable pour le low cost et le haut de gamme. Et finalement, y a-t-il encore une place pour un milieu de gamme qui a l'air pris en tenaille entre le low cost et le haut de gamme? Statistiques. Je ne vais pas vous donner des statistiques, mais là je pense que c'est la meilleure réponse. Marché mondial, 2012, 80 millions de voitures. 80 millions de voitures produites, 80 millions de voitures vendues dans le monde en 2012. Le premium, la façon, je dirais, j'exprime le premium, ce que nous appelons le haut de gamme, de la manière la plus généreuse, c'est 10% du marché, 8 millions de voitures. Le low cost, de la manière la plus généreuse, c'est 1/3 du marché. Bon, donc vous avez 1/3 du marché low cost, 10% du marché en premium, donc vous avez plus de 60% du marché à peu près. Vous avez à peu près 60% du marché qui est fait par le milieu de gamme. Et ça n'est pas près de disparaître. Donc, il y a bien sûr matière à travailler tout ce qui n'est pas low cost, tout ce qui n'est pas premium, parce que ça continuera à être l'essentiel du marché de l'automobile. C'est quoi les leviers justement pour travailler ce segment du milieu de gamme? Parce que vous êtes, alors au moins en Europe, on est dans des pays avec des coûts du travail relativement élevés. Oui. Donc ça veut dire qu'on délocalise une partie de la fabrication des véhicules, qu'on travaille l'innovation. Quels sont les outils qui vous permettent de résister, de conquérir des parts de marché sur ce segment-là? Oui, si vous voulez, je pense que quand on parle de production nationale, il faut quand même savoir une donnée, c'est que
les marchés émergents ont plus de 90% de leurs ventes qui sont faites par des productions locales. Plus de 90%. En Chine, c'est 95% des voitures vendues en Chine sont fabriquées en Chine. Au Brésil, 90% des voitures vendues au Brésil sont fabriquées au Brésil. En Inde, 96% des voitures vendues en Inde sont fabriquées en Inde. Donc, le modèle qui consiste à dire « je produis en France et j'exporte en Inde », c'est fini. Vous pouvez tenter de le faire, mais vous ne serez pas compétitif, donc vous allez arrêter au bout d'un certain moment, parce que produire des voitures qui ne trouvent pas preneur, vous ne faites pas ça très longtemps. Donc, nous devons nous adapter à un système mondial dans lequel les pays émergents, vous ne pouvez pas être compétitif dans les pays émergents, à moins de produire dans les pays émergents. Ça veut dire que pour pouvoir exporter à partir de votre pays, il faut exporter soit des voitures de haut de gamme, qui s'adressent aux couches les plus favorisées de ces différents pays, des voitures de sport, des voitures de premium, des voitures qui sont des voitures de niche, soit des voitures très technologiques comme les voitures électriques. Mais vous ne pouvez plus, personne ne peut... Nous, aujourd'hui, nous exportons des voitures en Chine, mais nous vendons 30 000 voitures sur un marché de 18 millions. Nous ne pouvons pas espérer vendre plus de 30 000 voitures en Chine tant que nous ne sommes pas présents en Chine. Donc, si nous voulons passer à l'offensive sur les pays émergents et être significatifs dans les pays émergents, il faut qu'on produise localement. Donc, tout le rôle d'un constructeur, c'est de dire, moi j'ai des capacités qui sont en France, comment je les utilise? Donc, bien sûr, je vais alimenter le marché français, je vais alimenter le marché européen, je vais essentiellement mettre des productions de forte valeur ajoutée que je peux exporter, et c'est comme ça que ça se passe, vous voyez? Mais il ne faut pas penser un instant qu'on va pouvoir, le modèle qui consiste à partir du Japon à exporter en Chine, ou à partir de la France à exporter en Inde, il est terminé. Alors, une deuxième question est préparée par une autre grande école en liaison avec le BCG. Donc, bonjour, Clément, étudiant Supélec. Je voulais savoir, dans le contexte de crise où on est actuellement, avec les différents plans de sauvetage, les ministres obligés de poser en marinière, etc., comment est-ce que vous conciliez, dans une entreprise comme Renault, où l'État est actionnaire, des objectifs parfois contradictoires entre une vision économique et un rôle social? Vous savez, tout chef d'entreprise doit faire les deux. Je ne pense pas que vous puissiez mener des objectifs économiques indépendamment d'une vision sociale, quelle que soit la façon dont vous traduisez la vision sociale, qui se traduit forcément de manière différente en France qu'elle se traduit au Japon ou aux États-Unis. Pour une raison très simple, finalement, la performance de l'entreprise, elle est faite par les hommes qui la constituent. Pas que le top management, tous les hommes qui la constituent. Et donc, si vous ne les embarquez pas tous dans votre aventure, quelle qu'elle soit, eh bien, vous n'aurez pas de performance. Donc, vous avez une liaison très étroite entre l'économique et le social. Si l'économique se fait au détriment du social, il ne dure pas. Vous pouvez avoir une super performance au détriment du social, ça ne durera pas plus de 2-3 ans. Si vous faites du social et vous ne vous préoccupez pas de l'économique, là aussi, ça ne dure pas, puisque quelque part, vous êtes rappelé à l'ordre par les réalités de l'entreprise. Donc vous devez marier les deux. Et vous ne mariez pas les deux de la même façon selon les cultures et selon les pays. Ce qui fait qu'au Japon, le social est différent du social en France. Les demandes des Japonais sont différentes des demandes des Français en matière sociale. Donc, mais il ne faut pas penser un instant qu'une entreprise peut durablement mener l'un sans l'autre. Vous devez mener les deux de front. Et de temps en temps, il y a des contradictions. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous, on est là pour gérer les contradictions. Un patron d'entreprise, il est là pour quoi? Gérer les crises, gérer les contradictions, apporter des réponses là où les réponses sont difficiles. On est là pour ça. Une autre question un petit peu sur le même genre de sujet, sur le stress dans l'entreprise. Michel Capoco, étudiant à l'école centrale. Renault a fait face il y a quelques années, en 2007 plus précisément, à plusieurs suicides d'employés sur le lieu du travail. Alors j'ai deux questions qui sont liées. La première, c'est la situation s'améliorer. Qu'est-ce qui a changé depuis 2007 pour que les choses changent? La seconde, c'est dans un marché automobile en crise, comment gérer les problèmes de compétitivité et gérer et partager sa vision business sans générer du stress et du mal-être au sein des employés. Merci, monsieur. Oui, écoutez, c'est vrai que la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons en Europe, et particulièrement en France, part du marché de l'automobile, puisque, comme vous le savez, le marché européen est en baisse de 8% sur l'auto et de 13% en France cette année. Et malheureusement, nos prévisions pour l'année prochaine ne sont pas bien meilleures. J'espère que nous avons tort, mais pour l'instant, nous nous préparons à une autre année difficile en 2013. Donc tout ça, ça crée beaucoup de tensions autour de l'entreprise, forcément. Et quand ça crée beaucoup de tensions autour de l'entreprise, ça crée beaucoup de tensions autour du personnel de l'entreprise, à tous les niveaux d'ailleurs, qui vit cette situation-là. Les gens vivent dans l'incertitude,
il regarde ce qui se passe au niveau des concurrents, il regarde ce qui se passe au niveau des marchés, et ça crée du stress. Le stress est créé par quoi? Il est créé par le fait que vous travaillez beaucoup, que vous apportez beaucoup. Un, vous ne voyez pas de résultats, ou deuxièmement, ce travail que vous faites n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. Donc, ce sont les deux principales raisons pour lesquelles vous créez du stress dans l'entreprise. Donc souvent, vous pouvez avoir du stress, même si la situation, si l'environnement n'est pas très détérioré, et ça c'est un problème de management. Là, il faut intervenir pour s'assurer que dans les équipes où ce stress est en train de monter, vous avez une reconnaissance du travail qui a été fait, vous avez une solidarité aussi bien dans le succès que dans l'échec, et que les gens n'ont pas l'impression que finalement, ils n'ont pas de deuxième chance quand ils subissent des contre-coups de quelque chose qui les dépasse. Ça, c'est un côté. C'est un problème de management. Nous l'avons traité à notre façon. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près sous contrôle. Ceci étant dit... Pardon ? Parce que dans la question de notre ami de Centrale, il y avait référence au problème de Guyancourt, du Technocentre. Oui. Quelles leçons vous en avez tirées ? C'est vrai que les entreprises sont parfois confrontées à ces drames, cette espèce de succession de suicides. Ça a été le cas de Renault à l'époque, comme d'une autre grande entreprise après. On imagine le choc que ça peut évidemment occasionner. Quelles leçons vous en avez tirées sur cette question spécifique de la gestion du stress? Les leçons. Premièrement, les grandes concentrations de personnes dans un seul local sont à éviter. Nous avons des dizaines de milliers de personnes sur un seul site. C'est en général beaucoup plus difficile à gérer et à apporter un management de proximité dans les grandes concentrations de personnes. Première leçon. Deuxième leçon, souvent dans les secteurs techniques, les gens ont plutôt tendance à gérer la technologie que les hommes. Et grande erreur. On commence par gérer les hommes et après on gère la technologie, alors qu'il y a tendance, notamment dans les grandes concentrations d'ingénierie, à gérer d'abord la technologie, à gérer les hommes derrière. Et ça a un coût. Dès que vous le faites, vous avez la punition qui vient directement. Et troisièmement, il faut des gestions de proximité, c'est-à-dire qu'il faut que le management ne soit pas trop éloigné des personnes qui font le boulot. Il faut des plateaux, il faut des endroits où les gens soient présents, il faut des personnes avec lesquelles vous puissiez communiquer, et communiquer surtout quand vous êtes en situation de difficulté. Nous en avons sorti beaucoup en matière de management, que nous avons mis en application, et j'espère que dans tous les cas sur cette partie-là, aujourd'hui, Renault est une entreprise à peu près normal sur ce plan. Maintenant, vous avez le stress qui est créé aussi par des chocs externes. Je vous donne un exemple. Heureusement, ce n'est pas arrivé en France. Mais quand il y a eu le tremblement de terre au Japon, le 11 mars 2011, tout s'est arrêté. Mais tout s'est arrêté. Donc les gens ne savaient plus quoi faire. Il n'y avait plus une usine qui produisait, il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus d'électricité, le siège était paralysé, il n'y avait plus de communication. Et quand vous êtes devant une situation comme ça crée énormément de stress dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que vous avez une incertitude énorme. Vous ne savez pas ce que vous allez faire demain, c'est même pas ce que vous allez faire au bout d'un an. Donc, ce genre de situation, il faut faire face pour réduire le stress de manière importante par des process qui sont issus de l'expérience et surtout, très important, management de proximité. Il faut que le top management aille là où ça va mal. Il faut qu'il soit visible, il faut qu'il accompagne les personnes qui souffrent le plus dans des situations de crise. Est-ce que vous avez le temps, vous, personnellement, de faire ça? Je l'ai fait, moi. Oui. Écoutez, quand le tremblement de terre a eu lieu au Japon... Vous étiez là-bas? Non, malheureusement, j'étais en France. Non, enfin, je veux dire, vous êtes allé... J'étais en France, j'étais en plein comité exécutif de Renault. Je me rappelle, c'était un vendredi matin. Avant de rentrer à mon comité exécutif, on m'appelle, on me dit, il y a un tremblement de terre au Japon, c'est sérieux. Donc j'ai passé la journée au téléphone. Les aéroports étaient fermés, je ne pouvais pas atterrir. Je voulais partir tout de suite. On m'a dit, monsieur, c'est pas la peine, vous ne pouvez pas atterrir. Bon, donc j'étais l'un des premiers avions à atterrir au Japon. Et je suis parti directement sur le site de Nissan qui a été le plus touché, qui était à côté de la centrale nucléaire de Fukushima, qui est devenue célèbre, où il y avait des fuites, puisque nous n'arrivions pas à persuader les gens de revenir sur notre site de production. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes partis. Moi, je suis parti sur le site de production. J'ai passé 2 jours, j'ai rappelé les gens avec le patron de l'usine, j'ai visité le maire. C'est ça ce qu'il faut faire. Dans des situations de crise, ce qu'on attend de vous, où que vous soyez, c'est que vous soyez présent avec les gens qui souffrent le plus et que vous reveniez autant de fois. C'est pas du micromanagement. Moi, je n'ai pas fait le boulot du patron de l'usine. Il a fait son boulot. Mais symboliquement, vous devez être présent là où les gens sont le plus soumis aux pressions. Une autre question. Bonjour, Nicolas, étudiant HEC. Ma question concerne les coûts de production en France. Il y a quelques années, je crois que c'est il y a 2-3 ans, vous aviez affirmé, vous avez créé un petit débat sur la compétitivité en France en disant qu'une Renault Clio produite en France coûtait 1 400 € de plus à produire qu'une Clio produite en Turquie. Alors ma question est double. Tout d'abord,
aujourd'hui, quelle est la différence de coût de revient entre une voiture produite en France et une voiture produite dans un pays à bas coût, comme par exemple la Turquie? Et ensuite, comment compenser ce déficit de compétitivité par des changements fiscaux ou alors en interne par des changements de méthode? Écoutez, la différence de coût aujourd'hui sur une voiture comme la Clio, il est de l'ordre de 10%. C'est à peu près les 1300 € dont on a parlé. Comment on réduit ce coût-là? Je pense qu'il est illusoire de penser qu'on peut le ramener à zéro. Je ne pense pas. Est-ce qu'on a besoin de le ramener à zéro? Non. Mais on ne peut pas le laisser dériver à ce niveau-là. Donc il s'agit de le réduire au maximum pour être compétitif. Je pense que sur la compétitivité en France, il y a eu, je pense, énormément de rapports. Il y en a un qui est en cours. Hein, oui, mais enfin rapport bon, gallois. franchement, les conclusions sont connues depuis longtemps. Hein, je ne pense pas qu'il y ait de scoop sur ce qu'il y a besoin de faire. Et alors, on peut pas réduire. Je suis d'accord qu'on ne peut pas réduire la compétitivité à une affaire de coût. Parce que vous pouvez. Qu'est-ce que ça veut dire être compétitif? Compétitif, c'est-à-dire que vous êtes en face d'une compétition, vous avez deux offres parallèles et les gens vous choisissent par rapport à votre concurrent. Donc, c'est une question de qualité, c'est une question de disponibilité, mais c'est aussi une question de coût, puisque de plus en plus, les gens ont tendance, notamment en matière de voiture, à faire leur choix en fonction d'un critère économique. Donc, les coûts, c'est pas tout, mais c'est quand même très important. Parce que si vous n'êtes pas en ligne en matière de coûts, c'est pas la peine de penser être compétitif. Donc, la question de fond, alors des questions qui sont propres à l'entreprise, mais il y a quand même des questions qui sont relatives au pays, qui sont le montant de charges qui pèse sur le travail en France. Bon, donc nous l'avons dit, nous l'avons exprimé plusieurs fois en disant, si nous voulons créer des emplois en France et si nous voulons que l'industrie n'émigre pas de manière massive de France, nous avons besoin de réduire les charges de travail qui pèsent, sur le travail. Surtout dans les secteurs compétitifs, surtout dans les secteurs qui sont soumis à la concurrence internationale. Voilà, nous l'avons dit. Comment on le fait? Ce n'est pas au chef d'entreprise de dire comment on le fait. Moi, je dirais, ce n'est pas mon boulot. Ça, c'est la responsabilité du politique, de dire, je suis d'accord, il faut réduire les charges et on va le faire de telle ou telle façon. La façon dont on va le faire, c'est un choix politique. Mais à nous, il faut que nous disions pourquoi nous avons de plus en plus de mal à créer des emplois en France. Et nous l'avons dit. Et je pense que nous avons été entendus. Et il y a des tas de rapports qui ont été émis par le ministère de l'Industrie, par des tas d'officiels, qui disent la même chose. La France a perdu en compétitivité par rapport à l'Allemagne au cours des 10 dernières années. Et là, on se compare à l'Allemagne, hein. On ne se compare pas à la Chine, on ne se compare pas à l'Inde, on n'est pas en train de se comparer à d'autres pays, on est en train de se comparer uniquement à l'Allemagne. Donc, il faut traiter ce problème. On n'a pas besoin d'un rapport de plus, on a besoin de traiter ce qu'on sait. Ça ne se traitera pas en un an. Aucun pays n'a traité son problème de compétitivité en une période courte. Ça ne s'est jamais vu. Ça se traite sur une période avec des objectifs raisonnables, avec des progressions raisonnables et avec une ligne qui ne dévie pas. Donc moi, j'attends plutôt une réponse dans ce sens-là, de reconnaître le problème de compétitivité, de reconnaître la part des charges qui doivent être enlevées du travail et mettre autre part. Et autre part, c'est pas à nous de dire autre part, c'est pas notre responsabilité, c'est un choix politique. Et derrière, de se donner un délai de temps dans lequel on va le faire. Alors, ça n'est pas que à l'État de le faire, c'est un travail qui est collectif. Hein. C'est l'ensemble des constituants de la société qui doivent le faire. En plus de ça, l'entreprise doit traiter ces problèmes de compétitivité qui sont internes. Donc, moi, mon objectif, c'est pas de ramener les 1300 € à zéro. On ne le fera pas. Par contre, si on le ramène à 300 ou 400 €, c'est déjà ça. Non seulement ça, mais ça préservera énormément d'emplois en France. Vous avez dit, c'était au début du salon de l'auto, je crois, vous avez une formule assez forte en disant ces questions-là, si on ne les traite pas, Renault pourrait disparaître sous sa forme actuelle. Mais Monsieur Langlais, je suis surpris que vous soyez surpris de ce que j'ai dit. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise est éternelle, qu'elle est immortelle, que quoi qu'il arrive, elle va perdurer? Nous sommes des êtres vivants. Si nous ne faisons pas attention à un minimum d'hygiène, nous allons périr. C'est valable pour n'importe quelle entreprise. Quand vous voyez l'histoire des entreprises, regardez le nombre d'entreprises qui existaient il y a 40 ans qui ont disparu. Et pourquoi elles ont disparu? Bon, je dirais, dans l'industrie automobile, le nombre d'entreprises qui ont disparu dans l'industrie automobile, c'est quand même assez exceptionnel. Les marques sont restées, mais les entreprises ont disparu. L'Angleterre n'a plus de marque nationale, il n'y en a plus. L'Angleterre a été à un certain moment un centre très important de l'industrie automobile. Toutes les marques anglaises sont possédées aujourd'hui par les marques allemandes, par des entreprises allemandes, par des entreprises indiennes, par des entreprises indiennes. Elles ont disparu. Donc moi, je suis en train de vous dire quelque chose
qui ne devrait absolument pas être un scoop, c'est qu'aucune entreprise ne peut être immune au traitement de problèmes de compétitivité, aucune. Et je dirais la même chose de Nissan au Japon, je dirais la même chose de n'importe quelle entreprise dont j'ai la responsabilité. Et nous, notre responsabilité, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise. Alors vous disiez, c'est évidemment l'affaire de tous, à la fois de l'État, la collectivité, du système éducatif et des entreprises. Pour ce qui est justement de l'État, disons, de l'environnement réglementaire, fiscal, de charge sociale, quelle vous semble la mesure? Non pas forcément dans ses modalités techniques, on n'est pas là pour rentrer dans ces détails-là, mais qu'est-ce qu'une entreprise comme la vôtre, de quoi a-t-elle besoin justement pour éviter de se retrouver dans la situation que vous évoquiez? Alors, évidemment, il y a une série de mesures, mais si nous devons... Alors, le problème, c'est que dès que vous choisissez une mesure, tout le monde vous dit « Ah, il n'y a pas que ça ». Mais il n'y a pas que ça, c'est sûr. Mais les deux problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, plus particulièrement en France, c'est l'importance des charges qui pèsent sur le travail, numéro 1, et c'est démontré par tout le monde, quelle que soit la façon dont vous l'analysez, et 2, nous voulons plus de flexibilité à la hausse et à la baisse. C'est-à-dire que quand les marchés baissent, il faut un minimum de flexibilité pour s'adapter, et quand les marchés haussent, il faut aussi de la flexibilité pour s'adapter. Et nous sommes en train de discuter avec des propositions concrètes, faites avec le gouvernement d'un côté, au travers de la collaboration qui se fait autour de la plateforme automobile, et ça n'empêche pas des discussions aussi en interne à l'entreprise pour améliorer sa compétitivité. Une autre question. Oui, bonjour. Jean, étudiant HEC. J'aimerais rebondir un peu sur cette thématique de la compétitivité. On est parti du constat que la croissance de Renault en Europe était très liée au succès du low cost. Je pense notamment à la marque Dacia. Ma question est la suivante. Comment est-ce qu'à l'avenir, vous allez faire pour pousser cette thématique du low cost en faisant attention à ne pas dégrader l'image de marque de Renault aujourd'hui? Vous savez, le low cost, les voitures low cost, aujourd'hui on en a 7 sur une plateforme qui était la plateforme Logan. On en a 7. Elles sont low cost en Europe. Elles ne sont pas low cost dans les pays émergents. Dans les pays émergents, ces voitures sont le cœur de gamme. Ce n'est pas du low cost. Quand vous prenez un Duster, un Sandero, une Logan au Brésil, en Inde ou en Russie, c'est du moyen de gamme. C'est du low cost en Europe, mais c'est du moyen de gamme. C'est pourquoi d'ailleurs notre percée à l'international marche très bien. C'est parce que nous avons un moyen de gamme qui est très compétitif, qui est le soi-disant low cost européen. Donc, développer le low cost, qui est le cœur de gamme à l'international, c'est fondamental pour nous. D'ailleurs, c'est l'une des principales distinctions, l'une des deux principales distinctions qu'il y a entre nous et notre concurrent national. C'est la principale distinction. Et nous sommes en train de perdre des parts de marché en Europe, mais nous gagnons des parts de marché dans tous les pays émergents. Nous gagnons des parts de marché au Brésil, nous gagnons des parts de marché en Russie, nous gagnons des parts de marché en Inde, nous allons bientôt rentrer en Chine. Pourquoi? À cause de la force du low cost. Alors, du low cost européen, qui est le moyen de gamme à l'international. Et les gens ont l'impression de dire, oui, le low cost, c'est pas Renault. Mais attendez, la plateforme low cost, c'est Renault qui l'a faite. Toutes les voitures du low cost, elles sont faites à Guyancourt. Hein. Elles ne sont pas faites autre part. C'est de la technologie Renault, c'est de l'ingénierie Renault. De temps en temps, on l'appelle Dacia parce que ça nous arrange bien sur certains marchés, mais le low cost qui est le cœur de gamme à l'international, il s'appelle Renault. Et aujourd'hui, c'est une très grande force de l'entreprise, parce que je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de constructeurs qui ont essayé de faire du low cost qui n'ont pas réussi. Aujourd'hui, le soi-disant low cost européen, centre de gamme dans les pays émergents, c'est la force de Renault, parce qu'il n'y a aucun constructeur, même pas Nissan, qui a réussi à reproduire le modèle de Renault. Alors les gens disent, oui, mais attendez, c'est pas très innovant ça. Mais c'est super innovant, parce que vous ne faites pas du low cost comme ça. Pour faire du low cost, ce n'est pas uniquement l'ingénierie de la voiture, mais c'est l'ingénierie des process, c'est votre organisation de production, c'est toute la supply chain que vous devez remettre en cause de façon à aboutir à une voiture qui offre autant de fonctionnalités à un coût aussi faible. Donc c'est super innovant le low cost. Et la preuve, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas de concurrent véritable sur la gamme Logan, qui est une gamme Renault, baptisée dans certains marchés Renault et dans d'autres marchés Dacia. Une nouvelle question sur le pari de la voiture électrique. Bonjour, Afid Nordine, étudiant en deuxième année à l'IPSA. Je pense qu'il est nécessaire de rappeler que Renault, à l'instar de la plupart de ses concurrents, a fait le choix de sauter une génération en développant directement le véhicule électrique au lieu de s'intéresser à l'hybride. Finalement, la question est comment convaincre les employés et le marché lorsqu'on fait un pari aussi risqué, et
quelles sont les mesures en termes de management qu'il faut apporter de façon à rassurer les collaborateurs. D'accord. Écoutez, d'abord, il faut quand même que je vous rassure tout de suite, nous avons de l'hybride. Nous avons l'hybride. Vous savez que nous partageons toute la technologie, toutes les technologies de la voiture, nous les partageons avec Nissan. Donc Nissan a des hybrides, donc Renault a des hybrides. La seule différence, c'est que les commerçants de Nissan ont demandé l'hybride aux États-Unis, ils n'ont pas demandé en Europe, ils l'ont demandé au Japon, ils ne l'ont pas demandé en Chine. Et les commerçants de Renault ne demandent aucun hybride. Ils ne demandent pas, ils disent qu'il n'y a pas de demande sur les hybrides, ou si cette demande existe, elle est très faible. Quand vous regardez le pourcentage de voitures hybrides vendues en Europe, c'est 1%. 1% du marché, alors que l'hybride existe depuis plus de 10 ans. Donc, ce n'est pas une question de posséder la technologie ou pas. Nous l'avons, la technologie, et nous la vendons sur certains marchés. Prendre un système hybride et le mettre dans une voiture Renault, ça va aller très très vite. Sauf que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de raison de faire des voitures sans demande. Par contre, sur la voiture électrique, comme personne n'a pas encore de voiture électrique, nous avons décidé de nous lancer parce que nous pensons que le zéro émission a un avenir très important. Et donc, nous sommes lancés à l'offensive avec le zéro émission. Ce n'est pas une impasse sur l'hybride, puisque l'hybride, nous l'avons. Il a déjà été développé. Et si l'hybride finit par être la grande réponse aux problèmes d'émissions et aux problèmes de dépendance pétrolière, la technologie, nous l'avons. Nous n'avons pas besoin de reconstituer cette technologie. Cette technologie, elle existe et vous la trouvez sur des voitures Nissan, l'Altima aux États-Unis, l'Infiniti M au Japon et aux États-Unis. Nous avons des hybrides qui sont extrêmement compétitifs. Est-ce que ça marche? Alors, la voiture électrique, bon, le salon de l'auto se termine tout juste. Oui. Vous avez un sentiment? Il y a eu des prises de commandes? Écoutez, tous ceux qui ont acheté des voitures électriques en sont très contents. Et ils sont 19? Non. Non, j'exagère. Ils sont 19 000, quoi. Non. Aujourd'hui, l'Alliance a vendu à peu près 60 000 voitures électriques dans le monde. Sur 8 millions? Attendez. Ça quand nous avons commencé en 2008, quand nous avons commencé à commercialiser les voitures électriques il y a 2 ans, quand nous avons commencé il y a 2 ans, il y avait 70 millions de voitures qui étaient vendues dans le monde, dont 10 000 électriques. 10 000 sur 70 millions. Bon. Aujourd'hui, nous sommes sur une pente de 60 000 voitures électriques sur un marché de 80 millions. Les concurrents sont à 30 ou 40 000. Donc, il y a 100 000 voitures électriques qui sont vendues sur 80 millions. Bon, quel est le principal handicap des voitures électriques aujourd'hui? C'est l'infrastructure. Les gens achètent la voiture, ils sont très contents, mais ils disent, attendez, moi, si je veux faire une très longue distance, où est-ce que je me réapprovisionne si je suis loin de ma base? C'est ça le principal. Je pense que le gouvernement français l'a particulièrement bien compris, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives dans lesquelles le gouvernement français est en train d'installer des charges rapides partout sur le territoire. Ça va beaucoup aider. Les Japonais sont en train de faire les mêmes choses. Ils sont en train d'installer des bornes de charge rapide sur les autoroutes japonaises. Ça va faire monter les ventes. Au Japon, on vend à peu près 2500 voitures électriques par mois. Bon, donc c'est en train de monter. Aux États-Unis, c'est la même chose. Dans toutes les villes où il y a une infrastructure de charge rapide, on voit les ventes qui sont en train de monter. Entre-temps, la technologie évolue, puisque l'autonomie, les premières voitures qu'on a fait avaient des autonomies de 160 km. La Zoé, on l'a annoncée à 210. Il y a de nouvelles technologies qui arrivent à 250 ou 300. On va connaître une évolution tout à fait naturelle, comme nous l'avons connu sur les téléphones portables ou sur d'autres technologies de ce type. Donc, moi, je suis très confiant sur l'électrique. La seule question, c'est que je ne sais pas à quelle vitesse ça va aller, compte tenu du fait que ça ne dépend pas que du constructeur, ça dépend aussi des communautés, ça dépend des villes, des États et des pays. Les Chinois sont très ambitieux sur l'électrique. Le State Council chinois a décidé 5 millions de voitures électriques en 2020 en Chine. Pour l'instant, ils n'en produisent aucune. Sauf qu'ils obligent tous les constructeurs, ils n'autorisent aucun projet d'expansion en Chine sans que vous vous engagiez sur des voitures électriques ou ce qu'ils appellent des plug-in hybrids. Plug-in hybrid, c'est une voiture électrique avec un petit moteur pour augmenter l'autonomie. Donc je suis confiant sur le fait que l'électrique va représenter un pourcentage important de l'industrie automobile. Là où je n'ai pas les éléments en main, c'est à quelle vitesse ça va aller, compte tenu du fait que là, j'ai besoin de décisions qui nous dépassent, qui sont des décisions d'État ou des décisions de ville. Dites-moi une chose, vous disiez zéro émission pour le véhicule électrique. Oui. C'est vrai en France où on a de l'électricité nucléaire. En Allemagne, on fait l'électricité avec du charbon et du pétrole. Oui. Est-ce que c'est pas une usine à gaz, quoi, de faire de l'électricité avec du charbon et du pétrole pour alimenter une voiture en électricité? C'est-à-dire que le bilan global de l'empreinte carbone du transport, au fond, est-ce que dans la configuration actuelle, avec le nucléaire qui bat un peu de l'air
de l'aile, pardon, est-ce que ça n'est pas un bilan plus difficile à faire et en tout cas moins avantageux qu'on avait pu le penser? Non, il est moins avantageux qu'une filière nucléaire, hydraulique, solaire, wind et voiture électrique, c'est sûr. Si vous faites du charbon, si vous faites de l'électricité à partir du charbon ou du pétrole, et puis vous avez des voitures électriques, c'est moins avantageux que si vous êtes dans une filière énergétique plus propre. Par contre, si vous faites de l'électricité à partir du charbon et que vous avez une voiture électrique derrière, le bilan est bien meilleur qu'une voiture à essence. Bien meilleur. Il est bien meilleur que la plupart des hybrides. Vous avez quelques hybrides qui sont très performants mais qui sont très coûteux, mais il est bien meilleur que les hybrides. Donc vous avez en matière comparative toujours un avantage, tout en sachant que si vous voulez forcer ou donner un incentive au gouvernement pour commencer à passer du charbon vers le solaire, du charbon, etc., vous avez intérêt à créer un mode de transport qui puisse utiliser ces énergies. Parce que si vous avez toujours votre transport qui dépend uniquement de l'essence, et vous savez très bien que le transport est responsable de 25% des émissions de CO2 dans le monde, donc vous ne pouvez pas envisager une solution de rupture si vous n'avez pas de l'électrique, ou si vous n'avez pas du plug-in hybrid, ou si vous n'avez pas les piles à combustible qui sont la prochaine génération du zéro émission. Les technologies, justement, pour la voiture, une voiture solaire, c'est impensable demain? Une voiture à hydrogène, on a évoqué ça. Demain, vous savez, chez nous, la technologie, c'est une question d'échéance. Vous pouvez imaginer les voitures, ce que vous voulez, elles vont arriver. Sauf que c'est dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. On parle par exemple de la voiture sans chauffeur, ou de la voiture qui n'a plus besoin d'être conduite. Ce n'est pas Star Wars, hein, nous avons des voitures aujourd'hui testées, où vous comme des drones, quoi. Vous n'avez plus d'input. Vous rentrez dans la voiture, vous mettez l'adresse, vous avez un GPS qui vous conduit et vous arrivez à votre destination. Sauf que vous êtes obligé d'être dans la voiture pour des problèmes de responsabilité, c'est-à-dire que le constructeur ne prendra pas... Si on veut se déplacer, il faut de toute façon être dans la voiture. Oui, enfin... Oui, mais vous pouvez mettre... Oui, mais vous pouvez envisager une voiture dans laquelle vous mettez votre chien et vous l'envoyez dans la voiture. Non, mais c'est un élément très important. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez très bien que nous allons vivre de plus en plus longtemps. Bon. Or, l'une des plus grandes frustrations des générations les plus vieilles, c'est qu'à partir d'un certain âge, vous ne pouvez plus conduire. Donc, si vous avez un problème de mobilité à partir de 75 ans, 80 ans, et que votre espérance de vie va passer à 90 ou 95, ça pose un sacré problème. Hein. Bon. Donc, la voiture qui n'a pas besoin d'être conduite est une solution nécessaire pour permettre aux gens qui atteignent ces âges de continuer à être transportés sans... Vous voyez ? Donc, il y a un besoin de la société, et dès qu'il y a un besoin, la technologie apportera la réponse. Donc, moi, je vous assure que les voitures sans conducteur feront partie des 5 ou 10 prochaines années des offres que nous ferons, et elles vont résoudre des tas de problèmes, notamment de la mobilité de la population la plus vieille. Ça marche déjà, ça fonctionne. Ah oui, moi j'ai conduit une voiture aux États-Unis où j'avais absolument... c'est une voiture que nous avons travaillé avec Google. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un GPS, vous avez besoin d'une carte des routes qui soit très précise, et Google est notre partenaire, dans lequel vous êtes dans la voiture, vous ne faites rien, vous mettez l'adresse et la voiture s'arrête, elle reconnaît les feux, elle reconnaît tout. C'est pratique pour les radars, du coup l'amende est payée par personne, quoi. Ça dépend qui est dans la voiture. Allez, une autre question. Bonjour monsieur. Moi je suis Antoinette, je suis à l'école Supélec en 2e année et j'ai encore une question sur les défis écologiques et en particulier vos partenaires. Parce que les nouvelles technologies vous amènent à changer votre business model et une multiplication des partenaires avec qui vous travaillez, et notamment des fournisseurs. Comment vous arrivez à aligner votre vision d'un développement durable avec des partenaires qui sont parfois à l'international et qui ne partagent pas vos idées Comment est-ce qu'on met tout le monde en ligne, au fond, les sous-traitants, les clients, autour de cette vision-là? Les partenaires, là vous parlez des fournisseurs, essentiellement des fournisseurs. Les fournisseurs, ce qu'ils cherchent, c'est des marchés. Donc, dès qu'ils voient que vous avez un projet, par exemple, le projet de la voiture électrique, vous allez déjà en parler en interne, donc ça va leur arriver. Ils vont venir en disant, tiens, moi j'ai un moteur, moi j'ai une transmission, moi j'ai je dirais une batterie, etc. Ils viennent proposer leur technologie. Donc les fournisseurs, de manière générale, dès qu'ils entendent parler d'un projet de recherche ou d'un projet de développement, et que nous communiquons d'ailleurs à l'ensemble de nos fournisseurs, ils viennent et apporter leur savoir-faire. Et nous choisissons parmi les fournisseurs ceux avec lesquels nous voulons travailler. Alors de temps en temps, nous ne trouvons aucun fournisseur qui soit suffisamment compétitif. Par exemple, sur les batteries,
quand nous avons commencé en 2007 et que nous avons annoncé le cap sur la voiture électrique, il n'y avait aucun fournisseur qui était capable de nous fournir une batterie que nous considérions comme compétitive. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé de faire la batterie nous-mêmes. Nous-mêmes. Nous avons fait nos batteries. Par contre, nous avons appelé les fournisseurs à nous fournir des électrodes. Donc, si vous voulez, nous avons repoussé les fournisseurs sur la fourniture de composants. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous faites de l'innovation ou quand vous faites de la recherche, vous avez tout intérêt à ce que vos fournisseurs vous fassent un maximum de cette innovation. Vous avez intérêt. Parce que vous évitez des investissements et vous évitez d'occuper votre ingénierie à faire des choses que quelqu'un d'autre peut faire. Puisque finalement, ce qui vous intéresse, c'est le produit final. Et vous ne rentrez dans ce secteur qu'à partir du moment où vous n'avez pas de fournisseur qui soit capable de le faire selon les normes que vous voulez. D'ailleurs, c'est progressif. On commence à faire des choses nous-mêmes et dès qu'il y a de la compétition, nous lâchons ces secteurs pour aller vers d'autres. C'est le cas des batteries. Quand on a commencé avec la voiture électrique en 2007, il n'y avait pratiquement aucun producteur de batteries compétitif. Aujourd'hui, il y en a 6 ou 7 sur le plan mondial. Donc, ce qui fait que nous nous dégageons petit à petit des batteries parce que nous voyons qu'il y a des fournisseurs qui sont capables de fournir des batteries qui seront utiles pour nos voitures. Encore une question alors sur les différences culturelles. Bonjour monsieur, Camille Hannet en 2e année à Supélec. Donc je voulais savoir, pensez-vous que la barrière culturelle entre nous et les pays émergents peut nous empêcher de travailler ensemble dans tout ce qui est innovation et créativité? Et par ailleurs, vous qui avez tant travaillé avec le Japon, avec Nissan, comment vous êtes-vous adapté au mode de pensée étranger et comment vous faites pour gérer au mieux les compétences de chacun? Les barrières culturelles existent. Elles n'existent pas qu'avec les pays émergents, elles existent avec tous les pays. Moi, je l'ai vécu entre la France et le Japon quand nous avons commencé l'Alliance. Et la seule façon de les surmonter et d'en faire un atout, c'est d'avoir des projets communs. C'est la seule façon. Si vous mettez ensemble des personnes de pays différents, de langues différentes, de formations différentes, d'âges différents, et qui n'ont pas de projet en commun, c'est chaotique. Ça tourne au conflit très très vite. La seule façon de souder une équipe très diversifiée et d'en faire un atout pour l'entreprise, c'est de donner un projet fort, que ce soit un projet technique, un projet de voiture ou un projet d'entreprise. Et nous, au niveau de l'Alliance, on l'a fait en faisant de l'Alliance le projet fort, qui a fédéré les Renault en grande partie français, mais pas exclusivement français, et les Nissan en grande partie japonais, mais pas exclusivement japonais, et qu'au lieu de se chamailler en disant regardez le défaut de l'un et regardez le défaut de l'autre, ils se sont attelés à la tâche. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 13 ans, depuis 13 ans que nous fonctionnons au niveau de l'Alliance, vous n'avez jamais entendu parler d'un conflit entre les deux entreprises. Jamais. Parce que, non pas parce que les sources de conflit n'existent pas, elles existent tout le temps, mais parce que nous avons des projets suffisamment forts entre les deux entreprises pour que les gens n'aient pas le temps de regarder leurs différences, mais qu'au contraire, les différences sont source de leviers de performance pour résoudre des problèmes et pour traiter des projets. Dans les pays émergents, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand nous partons en Russie ou que nous partons en Inde, c'est pour développer Renault. Et nous embauchons et nous travaillons avec des partenaires locaux. Nous avons des objectifs, nous avons des projets. Ils sont difficiles. Donc les gens n'ont pas le temps de regarder les différences culturelles et d'en faire des motifs de bataille. Au contraire, ils regardent les différences culturelles en disant comment je vais pouvoir utiliser les compétences de mon partenaire de façon à pouvoir mieux atteindre mes objectifs. Et ça marche à tous les coups. Renault n'a jamais été en Chine, du moins jusqu'à son alliance avec Nissan. C'est vrai que Nissan est très présent en Chine. Vous pensez développer la marque Renault ou en tout cas... Oui. Oui. Si vous voulez, la stratégie de l'Alliance, c'est que on s'est divisé un peu les pays émergents. Renault est rentré au Brésil avant Nissan. Renault est rentré en Russie avant Nissan. Renault est rentré en Inde avant Nissan. Nissan est rentré en Chine avant Renault. Bon. Et puis, une fois que chacun d'entre eux a atteint un niveau suffisant qui lui permet d'être profitable et d'avoir une part de marché conséquente, le partenaire est venu pour venir se rajouter. Aujourd'hui, Nissan est rentré au Brésil, mais au Brésil, Renault a une part de marché bien supérieure à celle de Nissan. On est dans un rapport 7 à 8% de part de marché pour Renault, 3 à 4% de part de marché pour Nissan. En Russie, Renault aujourd'hui a fait l'opération Avtovaz. Renault a pris 25% d'Avtovaz qui a la marque Lada. Et Nissan vient rejoindre Renault pour qu'ensemble, Renault et Nissan prennent 50% de Lada. Donc si vous voulez, nous avons une stratégie qui est une stratégie de... On se partage les tâches et après on croise au bénéfice de chacune des entreprises. Donc,
Renault rentrera en Chine et utilisera toute l'infrastructure que Nissan a développée en Chine pour aller beaucoup plus vite en Chine. Je reprends un peu la question de notre étudiante. Il y a des fusions qui ratent dans l'automobile, on en a connu. Il y en a une qui a d'ailleurs débuté quasiment en même temps que la vôtre, c'est Daimler-Chrysler. 98, 10 ans après, Daimler revend Chrysler après des milliards de dollars de pertes. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors pour le coup, les différences culturelles, bon, des Allemands, des Américains, on se dit c'est le même monde, c'est l'Occident. Oui. Et puis, à l'inverse, l'Alliance semble montrer que même quand les différences sont importantes, pourvu qu'on sache trouver le chemin, ça fonctionne. C'est quoi la différence entre une fusion qui rate et une fusion qui... Parce que vous dites un projet commun. Oui, on imagine que toutes les entreprises qui en rachètent une autre ont un projet commun. C'est aussi dans la façon de le formuler, probablement. Bien sûr. Non, mais dans tous les cas, vous le savez très bien, dans notre industrie, ce qui est important, ce n'est pas l'idée, c'est l'exécution de l'idée. À la limite, celui qui a la première idée ou celui qui a le concept, dans notre monde industriel, la valeur ajoutée de ça, c'est 2-3%. Tout le reste, c'est de l'exécution. C'est celui qui apporte cette idée sous une forme de produit ou de service sur le marché qui a gagné. Vous diriez 3% 97 oui, facilement. Hein. Oui. Facilement. Vous regardez sur, même dans l'électronique, vous avez beaucoup d'idées qui sont nées au Japon ou en Corée et qui ont mis en application par des entreprises comme Apple. Et c'est Apple qui a gagné le gros lot. Donc, si vous voulez, l'innovation, le concept lui-même, il n'est important qu'à partir du moment où vous êtes le premier à arriver sur le marché avec un produit. Si vous n'êtes pas le premier à arriver sur le marché au produit, vous n'avez absolument aucun crédit de la part des consommateurs. Donc pour nous, dans le cadre de l'Alliance, la grande différence, et d'ailleurs Dieter Zetsche, avec qui on travaille puisqu'il fait partie de la collaboration stratégique avec Renault-Nissan, il a dit clairement à la presse, parce que quand nous avons signé l'accord avec lui, la presse s'est acharnée sur lui en disant « Dieter, vous avez foiré l'alliance avec Mitsubishi, vous avez Chrysler, qu'est-ce qui vous fait dire qu'avec Renault, ça va mieux aller ?» Mais il a dit quelque chose qui est très vrai, il a dit « Quand nous avons fait Mitsubishi et Chrysler, nous avons fait l'acquisition ou l'alliance, et après on s'est posé la question de savoir quel projet on pouvait avoir en commun. Alors qu'avec Renault, on a d'abord listé les projets, et après on a dit on a suffisamment de matière, et on a fait le partenariat derrière. » Donc on revient toujours à cette notion de la diversité. Si elle est canalisée par des projets forts et convaincants, c'est une force. La diversité, si elle n'a pas de projet, c'est un motif de faiblesse et de conflit. Juste une dernière question avant qu'on ouvre à la salle. Est-ce qu'un patron comme vous pense à sa succession? Est-ce qu'il la prépare? Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr. De quelle façon vous la préparez? Votre prédécesseur, au fond, Louis Schweitzer, bon, vous étiez dans l'entreprise, il a choisi le cadre. C'était vous. Il a choisi le cadre, c'est-à-dire le type qui vraiment avait une expérience mondiale reconnue, etc. C'était pas facile pour lui, je pense, parce que vous avez pris la lumière, vous vous êtes affirmé, vous avez pris d'ailleurs la tête de l'entreprise ensuite. Comment vous envisagez ce processus de l'autre côté, alors que vous allez devoir le piloter? Oui. Alors attendez, d'abord, quelque part, vous ne choisissez pas toujours votre successeur, il s'impose à vous. Parce que si vous choisissez quelqu'un et qui ne fait pas ses preuves, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez quand même un conseil d'administration et vous avez des actionnaires qu'il faut convaincre. Donc il faut quelque part qu'il fasse ses preuves. Et quand il fait ses preuves, quelque part, vous devenez prisonnier de votre choix. Donc ce n'est pas une question de choisir un homme, encore faudra-t-il choisir un homme qui soit crédible vis-à-vis des actes en interne, d'abord, les gens doivent se dire pourquoi lui, et deuxièmement, il faut qu'il soit crédible vis-à-vis des actionnaires et vis-à-vis du conseil d'administration. Moi, quand je suis parti au Japon, en 1999, et ça, je ne vous dis rien de secret, puisque Louis Schweitzer a fait des déclarations au Wall Street Journal qui étaient très claires. Il a dit « Moi, je n'aurais pas fait l'opération Nissan si Carlos Ghosn n'avait pas accepté d'aller au Japon. » Pour une raison très simple, c'est que les Japonais ont dit « Nous voulons que cette personne vienne au Japon. » Très bien. Il m'avait posé la question « Quelles sont vos chances de succès ?» J'avais fait mon petit tour d'horizon. Je lui ai dit 50-50. Mais je ne l'avais pas dit par boutade, je pensais que j'avais 50% de chances de réussir. Quand j'avais dit 50-50, lui, il était tout à fait conscient, et moi aussi j'étais conscient, que si ça ne réussissait pas, il n'y avait pas de succession possible. C'était fini. Il pouvait choisir ce qu'il voulait, mais quelque part, si Nissan avait été un échec, c'était cuit. Mais bien sûr, il n'y a pas de cadre, ou c'est un cadre avec un petit c, hein, c'est-à-dire c'est terminé. Donc vous êtes tout le temps soumis à une obligation de performance. Vous devez faire vos preuves tout le temps. Quelles que soient les décisions des uns et des autres, votre principal atout quand vous voulez prendre la direction d'une entreprise, c'est la contribution indiscutable que vous apportez à cette entreprise. Évidemment, vous êtes aidé par des choix de personnes qui sont faites,
Mais sur le fond, c'est votre contribution qui compte. Et cette contribution, elle est souvent analysée dans des périodes de crise. C'est surtout dans les périodes de crise que les gens se valorisent ou au contraire qu'ils trébuchent sur leur chemin vers le leadership d'une entreprise. Comment est-ce que vous choisissez un cadre justement de haut niveau? Qu'est-ce qui vous accroche pour constituer votre Ça dépend votre pour quel entourage? job. On prend les questions dans un instant. Non, mais ça dépend pour quel job. Mais alors, de manière très, très grossière, ça dépend si vous choisissez quelqu'un pour être patron de l'ingénierie, si vous choisissez quelqu'un pour être patron des opérations, quelqu'un pour être patron du commerce, quelqu'un pour être patron d'une région, pas forcément les mêmes profils. Mais je trouve que dans le management d'aujourd'hui et de demain, il y a quand même un facteur qui est extrêmement important pour moi dans tous les cas, c'est ce que j'appelle l'empathie, la capacité de comprendre, d'écouter et la capacité de toucher les gens qui vous entourent. Ça, c'est fondamental. Je pense que dans notre monde, si vous voulez, il y a chez Renault 120 000 personnes. Chez Nissan, il y en a 250 000. Ils sont répartis dans plusieurs pays. Et vous ne pouvez pas vous permettre de dire la France est compétitive, mais la Russie ne l'est pas ou le Brésil ne l'est pas. Vous avez besoin partout de gens motivés qui comprennent où ils vont. Donc il faut que vous ayez des gens qui soient capables de communiquer le message de l'entreprise, de l'expliquer, de convaincre et de réaliser. Et de réaliser. Donc les profils que nous attendons aujourd'hui, c'est beaucoup moins des profils d'experts ou des profils d'intelligence que des profils d'empathie et de réalisation. Merci à vous. Peut-être, sans doute, y a-t-il de nombreuses questions. Oui, je vois une main qui se lève, si on pouvait apporter. Merci de vous présenter et de formuler une question brève. Dominique Chauvin, prospectiviste. Je voulais revenir sur la voiture électrique. Vous avez donc vous avez été novateur sur la voiture électrique. Et la voiture électrique, on peut l'apercevoir comme un objet technologique, mais on peut aussi l'apercevoir comme un vecteur et une extension du vecteur électricité. Et du coup, on est dans le business model qui est de faire le pontage entre l'énergie finale qui est la mobilité et toutes les énergies primaires. Le charbon, l'éolien, le solaire, le pétrole. Et du coup, on a une immense ouverture sur toutes les énergies primaires et non plus sur seulement l'énergie pétrolière. Et ça, c'est un changement de business model et un changement de paradigme qui est majeur. Alors ma question est très très simple. Dans la confusion actuelle sur la transition énergétique, est-ce que c'est vous qui allez être l'artisan de la transition énergétique en France? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. L'électricité, elle est agnostique. Vous pouvez faire de l'électricité à partir du nucléaire, du pétrole, du charbon, du gaz. Vous pouvez faire de l'électricité à partir de tout, du solaire, du vent, etc. C'est ça la beauté de l'électricité. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dépendant d'une seule commodité pour le transport. Aujourd'hui, le problème que nous avons, je dirais c'est un problème à l'échelle de la planète, c'est qu'il y a une commodité qui est à la base du transport, c'est le pétrole. Il n'y a qu'une seule. S'il y a un problème au niveau du pétrole, il n'y a plus de transport. Bon. Il faut qu'on sorte de ça. Non seulement parce que le pétrole va devenir de plus en plus cher et qu'il y a des pays de plus en plus importants qui sont très dépendants de sources pétrolières qui sont étrangères, qui sont extérieures à ces pays-là, mais en plus parce qu'il y a un problème d'émissions qu'il faut traiter. Aujourd'hui, tous les jours, il y a 750 millions de voitures qui roulent dans le monde. 750 millions, tous les jours, avec des émissions que vous imaginez. Parce que toutes les voitures qui roulent dans le monde ne sont pas aux normes européennes. Notre projection, c'est que dans 15 ans, ce chiffre va doubler avec l'explosion des pays émergents. Si nous avons déjà un problème d'émissions aujourd'hui, que nous n'arrivons pas à quantifier, si nous percevons aujourd'hui qu'il y a un problème de réchauffement de la planète, vous imaginez ce qui va être dans quelques années à partir du moment où vous avez le double du parc. Même si, en moyenne, chaque voiture va émettre moins de CO2, mais quand vous allez doubler le parc ou tripler le parc, vous allez avoir un problème énorme. Un problème, 1, sur la dépendance du pétrole, 2, sur le prix du pétrole, et 3, en matière d'émissions. Donc, on est obligé de passer à un transport qui soit dépendant d'autres commodités que le pétrole et qui soit moins polluant. Il n'y a pas de débat. Il faut le faire. Or, la technologie nous permet de le faire aujourd'hui. Donc, moi, je crois beaucoup en l'électricité. La seule chose sur laquelle je n'ai pas de contrôle, c'est à quelle allure ça va aller, c'est à quelle vitesse ça va aller. Mais ce qui est rassurant, c'est que les États sont en train de prendre le leadership en la matière.
La Chine, la France prend le leadership en la matière, d'une certaine manière les États-Unis, et ça va entraîner, à mon avis, un effet de masse qui va être aidé par le fait que beaucoup de constructeurs arrivent avec leurs voitures électriques, même s'ils n'en parlent pas trop aujourd'hui. Merci. Peut-être. Oui, je vois une main qui se dresse là-bas. On vient à vous ensuite, monsieur. On arrive. Merci de vous présenter. Merci. Je m'appelle Jean Maréchal, je suis citoyen et je voudrais poser une question au sujet du positionnement des constructeurs français en matière de compétitivité technique. Je suis allé au salon de l'automobile. Mon cahier des charges était relativement simple. Je voulais trouver une voiture milieu de gamme avec un moteur d'environ 150 chevaux, une boîte automatique et une émission de CO2 inférieure à 140 grammes. Force est de constater que dans la réponse à ce cahier des charges, seuls Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Honda répondaient. Ni Peugeot, ni Renault, ni Citroën. Donc ma question est simple, comment expliquez-vous cette position des voitures françaises sur ce cahier des charges qui finalement était relativement simple? Bon, il y a un trou dans votre défense là, visiblement. Pardon, non mais il y a un si trou vous dans voulez, votre défense. vous allez toujours trouver des questions ou des demandes de produits sans réponse de notre part. Nous n'avons pas prétention à répondre à tous les besoins. Ce que je peux vous dire, c'est que en ce qui concerne les petites voitures et les voitures de moyenne gamme, les constructeurs français en matière d'émissions et en matière de consommation d'énergie, on est à peu près avec peut-être Fiat, surtout quand vous regardez le prix de ces voitures, parce que c'est sûr que si vous ne regardez pas le prix de la voiture, la réponse peut être différente, nous sommes quand même très très bien positionnés. Maintenant, nous ne répondons pas à tous les cahiers des charges, donc vous pouvez très bien avoir un cahier des charges sur lequel il n'y a pas de réponse de la part de Renault ou pas de réponse de la part de PSA, mais je peux vous dire que de manière générale, sur les petites voitures et les voitures de moyenne gamme, à prix raisonnable et avec des consommations modérées, nous sommes quand même très présents. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi Daimler a fait la coopération stratégique avec Renault-Nissan? La raison principale, c'est qu'ils voulaient renouveler la Smart et ils ont dit très clairement qu'ils ne savent pas comment renouveler la Smart. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, faire une Smart, quel que soit le coût, ils savent faire. Mais faire une Smart qui soit vendable avec des profits, ils ne savent pas. Et ils l'ont dit. Donc ils sont venus et ils ont choisi Renault en nous disant « on aimerait bien que vous fassiez la Smart pour nous ». D'ailleurs, la prochaine Smart, c'est l'ingénierie de Renault qui l'a fait, c'est les achats de Renault qui la font, c'est nous qui la faisons. Alors, est-ce qu'on peut imaginer le contraire? C'est-à-dire que bien sûr. Sur le haut de gamme, mais bien vous sûr. preniez des moteurs Mercedes. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons dit si c'est uniquement pour faire la Smart, nous ne sommes pas intéressés. Et c'est là où le partenariat est né, où nous vendons des moteurs diesel à Daimler. Daimler vend des moteurs à essence à Nissan. Donc, et actuellement, il y a un travail qui est en train d'être fait sur une voiture de haut de gamme Renault sur une plateforme Mercedes. Donc, on est en train de croiser les compétences. Ça sera un haut de gamme franco-allemand, quoi. Un peu. Non, vous savez, c'est assez intéressant parce qu'au départ, on pensait qu'ils étaient beaucoup plus chers que nous. Ben, on s'est aperçu dans certains cas que ce n'était pas vrai. C'est-à-dire que ce qui fait la cherté, c'est plutôt les spécifications, c'est pas tellement le fait qu'ils ne sont pas très compétitifs, ils sont très compétitifs. Sauf que si vous rajoutez des spécifications, vous avez tendance à renchérir la voiture. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est quand même un domaine sur lequel les Français sont très bien positionnés, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on peut répondre à n'importe quelle question. Il y avait une question. Oui, monsieur. Madame, on vient à vous tout de suite. Bruno Merlet. Ford disait, enfin le fondateur disait que pour qu'il y ait une bonne ambiance dans mon entreprise, il ne faut pas que je gagne plus de 20 fois le salaire de l'ouvrier de base. On est sur la journée du partage. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion ?
Ford disait que pour maintenir une bonne ambiance dans l'entreprise, enfin en tout cas la cohésion sociale, il fallait qu'il y ait un écart seulement de 1 à 20 dans les salaires. Vous êtes le patron français le mieux payé, 10 millions d'euros par an. Non. Un petit peu moins. Je vais terminer non, vous rentrez dans les statistiques, on va y aller. Alors, je vais terminer ma question. Je réponds. Donc, au-dessus de vous, il y a le mot partage. D'abord, premièrement, est-ce que c'est un bon système de management? Et deuxièmement, que pensez-vous de la situation actuelle? D'accord. Alors, d'abord, je commence. Vous dites, Ford a dit ça. Ford ne l'applique pas. Le patron de l'industrie automobile le plus payé aujourd'hui, c'est le patron de Ford. Et il touche 3 fois plus que moi. Donc, tout ça pour vous le dire. Donc, c'est bien gentil de faire des grandes déclarations, etc. Sauf que, de temps en temps, les entreprises n'appliquent pas ce qu'elles disent, puisque dans le cadre de Ford, c'est le patron le plus payé de l'industrie automobile. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, moi, on parle de mon salaire. C'est pas du salaire, on parle de revenus. Parce que moi, je dirige 2 entreprises. Si vous voulez parler du salaire Renault, qui est basé sur les salaires du CAC 40, c'est quelque chose. Nissan, de l'autre côté, c'est autre chose. Donc, vous ajoutez les deux, vous dites c'est une entreprise. Ce n'est pas une entreprise. Parce qu'aujourd'hui, si j'étais que patron de Renault, ce qui aurait pu être possible, j'aurais eu le salaire du patron de Renault. Si j'étais que patron de Nissan, j'aurais eu le salaire du patron de Nissan. Il se fait que pour un certain nombre de raisons, on m'a demandé d'être le patron des 2. OK ? Mais j'aurais pu très bien rester à la tête de Nissan, ce qui a été tout à fait possible. Je vais reprendre d'une autre façon la question, monsieur, au fond. C'est une logique qu'il faut comprendre. Non, mais si vous voulez, quand on parle, disons, d'un niveau de salaire de base, au fond, que vous gagnez 2 ou 10 millions, ça ne change pas grand-chose. Enfin, en réalité, est-ce que des écarts aussi importants, monsieur, je me fais votre interprète, sont compatibles avec une cohésion sociale dans l'entreprise? C'était ça votre question. Non, d'accord, mais je pense que effectivement les écarts de rémunération créent des tensions au niveau de la cohésion sociale de l'entreprise, c'est très vrai. Maintenant, je pense que ça peut très bien être corrigé beaucoup plus société par société, pays par pays, par la fiscalité. Par l'impôt. Mais bien sûr, et c'est en train d'être fait. Vous êtes content de payer 75% d'impôt? Je ne ferai pas de commentaires, mais je dirais que... J'applique les lois dans chaque pays où je travaille. Je respecte les cultures, je respecte les lois, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que plutôt que d'aller dire aux entreprises faites ceci ou faites cela, puisque dans le cadre d'une entreprise, il y a une compétition, il y a des talents. Moi, je suis obligé d'aller chercher aujourd'hui des talents en Allemagne. Je suis obligé d'aller chercher des talents en Angleterre. Ça m'est difficile de les attirer par de bons mots. Il faut quand même que je leur offre des positions qui soient compétitives. Par contre, qui peut être fait pour tenir compte du fait que dans certaines sociétés, les écarts peuvent être considérés comme étant contre-productifs, c'est de corriger ça par l'impôt, en imposant à des niveaux beaucoup plus élevés. Voilà, je pense que ça me paraît tout à fait cohérent, et laisser les entreprises traiter leurs problèmes. Il y a quand même des conseils d'administration, parce que, attention, les salaires ne sont quand même pas décidés par les patrons tout seuls. Vous avez un comité de rémunération, vous avez des benchmarks qui sont faits sur la base d'autres entreprises, vous avez des embauches qui se font à l'extérieur. Ça se passe de manière tout à fait correcte, mais la correction doit se faire par la fiscalité. Madame. Oui, on vient à vous après, monsieur. Bonjour, Claire Perradotto. Donc, je suis gérante d'une société, d'une PME de 50 personnes à Nice, dans la signalétique. Et ma question est de savoir, monsieur Gons, quelle est la phrase qui vous caractérise, qui vous fait du bien, qui vous porte, et comme on est sur le thème du partage, qui puisse apporter du bonheur aux autres, en fait. Ça perd l'hypopète. Pas facile. Quelle est la phrase? Est-ce que vous avez eu, je sais pas, une devise, une phrase qui vous parle, qui vous motive et qui, au fond, vous semble bien résumer l'essence du management, par exemple? Les devises de management, est-ce que vous avez des principes qui pourraient être exposés de façon comme ça concise et claire à travers une formule? Non, bien sûr, j'ai des principes de management, mais j'ai du mal à trouver une formule qui témoigne de tout ça. Qui résume tout ça. J'en ai pas une en tête. Dans tous les cas, si j'en ai une, je vous en parlerai. Mais franchement, là, vous me prenez de court. Non, puis en tout cas, vous avez eu d'ailleurs. Ouais. Vous exprimez déjà sur ce sujet. Moi, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, en tant que patron, c'est bien d'avoir des valeurs. Par exemple, moi, le mien, ça serait d'avoir un horizon de rêve, un chemin de bonheur. Par exemple, je vais voir d'autres patrons, je leur dis quelle est la valeur, la phrase qui pousse. Parce que je pense que si on est dans le monde d'un partage, justement, il faut qu'on aille chercher au fond de nous tous les choses qui nous poussent. Par exemple, là, je suis allée voir un coiffeur qui a tous des magasins, Pascal Coste. Il me dit, moi, les limites sont faites pour être dépassées. Donc, je pense que ça serait intéressant qu'on réfléchisse tous un petit peu à ce qui nous pousse à aller de l'avant.
Nous allons faire ça, madame. On attend que le débat soit fini. Merci à vous, en tout cas. On va prendre la question d'après, monsieur, s'il vous plaît. Ah, attendez, bon, on vient à vous tout à l'heure, monsieur. Oui. Lionel Bordarier. On dit que Volkswagen a atteint un degré d'intégration et de communalité, notamment dans l'utilisation de ses pièces entre ses marques, tout à fait remarquable. Vous êtes une entreprise multiculturelle, pas entièrement française, entièrement allemande comme eux. Et est-ce qu'il est possible de parvenir au même degré d'intégration et de communalité quand on est multiculturel? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je ne pense pas que ce soit la seule donnée qui fait la compétitivité d'une entreprise. C'est vrai que l'entreprise que vous mentionnez a un niveau de discipline en matière de standardisation, en matière de communisation et en matière de cohérence qui est très très forte. Sauf que c'est une entreprise allemande qui, je dirais, qui a son propre style de management, très discipliné, peut la qualifier de très hiérarchique, et donc vous aboutissez de manière assez rapide à des décisions qui sont plus difficiles dans des environnements dans lesquels vous avez une culture japonaise qui se marie à une culture française, avec des gammes qui sont différentes, des marques qui sont différentes. Alors, le tout n'est pas d'imiter, le tout c'est de dire, ils ont un avantage compétitif, comment peut-on réduire cet avantage compétitif? Donc, nous allons vers plus de communalisation, nous allons vers plus de standardisation. Ceci étant dit, je ne pense pas que nous puissions arriver à n'importe quel moment à une cohérence aussi forte qu'une entreprise qui soit issue essentiellement d'une culture. Mais ce n'est pas un handicap parce que nous perdons peut-être là-dessus, mais nous gagnons sur autre chose. Merci. Alors, on va reprendre une question de ce côté-là et après on passe par ici. Mademoiselle, vous avez un micro par là? Si vous voulez bien, on va alterner d'abord de façon à respecter l'équilibre entre la gauche et la droite. Souci louable qui nous honore. Je vous en prie, vous pouvez peut-être donner le micro à quelqu'un qui avait levé la main. Oui, il y avait une dame là, ici, au troisième rang, et puis quelqu'un tout au fond ensuite. Bonsoir, je m'appelle Koura Setou et je suis une étudiante de la Fondation Renault. Au fait, ma question, j'aimerais savoir, au-delà du mécénat, avec les grandes écoles, j'aimerais savoir où s'étend la responsabilité sociale de Renault dans les différents États où vous êtes implantés. Très bien, merci. Au-delà du mécénat, au fond, qu'est-ce qui caractérise la responsabilité sociale de Renault? Quels sont les domaines dans lesquels elle s'exerce? Moi, je pense que, si vous voulez, la responsabilité sociale de Renault, c'est d'aider, dans la mesure du possible, dans son propre secteur et dans son propre métier, de résoudre des problèmes qui se posent à la société en général. Aujourd'hui, le plus grand problème qui se pose à nous, c'est celui à laquelle nous essayons de répondre, notamment par la voiture électrique, c'est le problème du réchauffement terrestre, le problème des émissions et de la dépendance pétrolière. Bon, ça fait partie. Alors, c'est un métier, bien sûr. Nous ne faisons pas des voitures parce que nous voulons répondre à ce problème. Nous faisons des voitures d'abord parce que c'est notre métier et c'est notre business, mais nous faisons aussi ces voitures de façon à aider, à apporter une réponse, pas la seule, à ce genre de problème. Donc nous avons beaucoup de choses que nous faisons dans un but business, mais aussi dans un but de répondre à des problèmes que la société se pose. Au-delà du mécénat, par exemple, moi j'estime que les entreprises ont un rôle à jouer dans le domaine de l'éducation. Donc nous consacrons beaucoup de temps à faire des conférences dans les universités, aider un certain nombre d'écoles, encourager, et je parle aussi bien du côté de Renault que du côté de Nissan, le support en tout ce qui concerne l'éducation. Donc, il y a un certain nombre de domaines qui sont des domaines qui sont liés à l'entreprise, mais où les efforts qui sont faits par l'entreprise, forcément, ont des conséquences positives sur le plan social. Et ça va au-delà, bien sûr, du mécénat. Merci. Oui, il y avait quelqu'un qui lève la main depuis longtemps, là, qui est au tout dernier rang, en dessous de cette statue prestigieuse, dont je ne distingue pas exactement la physionomie. C'est Descartes, me dit-on. Donc nous parlons sous les auspices de Descartes. Votre responsabilité est grande, mademoiselle.
Bonjour, je m'appelle Elena Nandi, je suis aussi étudiante de la Fondation Renault et ma question concerne les jeunes. Donc aujourd'hui, on voit des problèmes d'embauche pour les jeunes et ma question est pour la construction du futur, de la vision du futur, qu'est-ce qu'on peut attendre des jeunes et comment les jeunes peuvent arriver dans une entreprise comme Renault et partager sa vision de comment on construit le futur. Merci. Donc les jeunes, au fond, hein, à la fois les difficultés d'intégration des jeunes dans la société, qu'est-ce qu'une entreprise comme Renault peut faire? Comment ça se passe, l'intégration des jeunes chez vous? Écoutez, l'intégration des jeunes, l'entreprise a tout intérêt à bien la faire, puisque des jeunes, on en embauche en France, on en embauche partout dans le monde, surtout dans les pays où nous sommes en train de commencer notre développement, comme des jeunes Russes ou des jeunes Brésiliens ou des jeunes Indiens. Et nous avons tout intérêt, nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de les intégrer le plus tôt possible, parce que ce sont eux qui vont faire l'entreprise de demain, surtout dans les pays où nous ne sommes pas présents. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on considère que quand un jeune rentre, il a une très bonne formation, mais il a très peu de connaissances. Donc il faut à tout prix bâtir les connaissances dont il va avoir besoin pour pouvoir occuper au moins la première responsabilité qu'on lui confie. Deuxièmement, on essaye de mettre les jeunes dans la mesure du possible dans des équipes qui soient multifonctionnelles, c'est-à-dire dans lesquelles non seulement ils traitent son problème à lui, mais ils traitent des problèmes qui sont à l'échelle de l'entreprise, ce qu'on appelle les équipes transverses chez Renault ou les cross-functional teams chez Nissan. C'est une façon d'intégrer les jeunes de manière très efficace parce que ça les sort de leur département, de leur usine ou de leur fonction et ça les ouvre sur un problème d'entreprise. Et surtout pour ceux qui sont les plus engagés et ceux qui sont les plus motivés, on essaye, hein, mais ce n'est pas toujours qu'on réussit, de leur confier des responsabilités très tôt, des responsabilités fortes très tôt. C'est toujours un risque parce qu'on ne veut pas aussi que la personne échoue, ou on veut essayer au contraire de leur mettre dans des situations dans lesquelles, même s'ils sont un peu tendus, ils sortent grandis de l'expérience et pas du tout diminués. On ne réussit pas toujours, mais ceux qui réussissent en général sont promis à de très bonnes carrières. Mais je peux vous dire que, en général, quand on rentre dans l'automobile, on ne rentre pas par hasard. Les gens que nous embauchons sont des gens qui sont passionnés de la voiture, et contrairement à ce qu'on pense, il y en a encore beaucoup. Et ils sont passionnés de la voiture, ils ont envie de contribuer, ils ont envie soit de faire de la technologie, soit de faire de la compétition, soit de faire partie d'une entreprise qui va les amener partout dans le monde. Donc, on a la chance d'avoir des jeunes qui rejoignent Renault ou qui rejoignent Nissan, qui sont en général très motivés. Monsieur. C'est derrière, pardon. Ah, bon, on vient à vous. La Bonjour, prochaine. Bertrand Vallée. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette discussion qui est entre le diesel et l'essence super, surtout dans les grandes villes. Le diesel et l'essence, combat de titans. C'est vrai que l'actualité récente semble montrer que le diesel est finalement plus polluant qu'on ne l'avait cru. Quelles sont les bonnes mesures? Est-ce qu'on a des informations scientifiques solides là-dessus? Oui. Non mais, attends, il y a des informations scientifiques qui n'empêchent pas les débats. Même pas toujours, sur un seul fait, vous allez avoir des spécialistes qui tirent des conclusions différentes. Ce que je peux vous dire, c'est que, d'abord, le diesel est un phénomène surtout européen. 70% des voitures en Europe sont des diesels. 0% des voitures au Japon sont des diesels. Enfin, 0%, même pas 1%. Et moins de 1% des voitures aux États-Unis sont diesel. Or, ce sont les mêmes constructeurs, partout. Donc, pourquoi il y a 70% de diesel en Europe? C'est parce que la fiscalité européenne a toujours favorisé le diesel. C'est pourquoi. Alors qu'aux États-Unis et au Japon, ça ne s'est pas passé. Donc, si aujourd'hui on est aussi dépendant du diesel en Europe, c'est parce qu'on a voulu être dépendant du diesel et qu'il y a eu une volonté d'encourager le diesel, notamment par la fiscalité. Alors, c'est vrai que le diesel, à un certain moment, même s'il contribue moins au CO2, mais il y a des émissions d'une autre nature qui ont été jugées avec des tas de débats comme étant nuisibles. Les constructeurs ont répondu en mettant des filtres de plus en plus développés, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de diesels qui n'émettent plus rien. Donc, selon la technologie que vous prenez, selon que vous ayez des filtres à particules ou pas, et quel type de filtre à particules, on peut vous dire le diesel, il est moins émetteur et moins nuisible ou plus nuisible, ça dépend des technologies.
Est-ce que le diesel est fondamentalement plus nuisible? Je ne pense pas. Je pense que si vous mettez le paquet en matière de particules et de limitation d'émissions de ces particules, il y a des technologies qui permettent d'avoir des diesels très propres. Bon. Ceci étant dit, il faut quand même savoir que le choix du diesel est un choix essentiellement européen et la technologie du diesel est une technologie essentiellement possédée par les constructeurs européens et particulièrement pour les petits diesels, par les constructeurs français. Par les constructeurs français, c'est quand même un point fort. Monsieur, derrière, s'il vous plaît, voilà. Bonjour Monsieur Rossen, Adrien Clavel. En fait, dans un cadre environnemental et économique assez contraignant, on a parfois le sentiment que dans l'industrie automobile, les innovations portent essentiellement sur la chaîne énergétique. Et vous avez néanmoins parlé d'innovations un peu plus disruptives, comme par exemple les voitures qui se conduisent de façon autonome. Et en parlant notamment de Google, et je voulais savoir justement, dans une vision à plus long terme, comment vous envisagez l'évolution de l'industrie automobile, mais de façon peut-être plus lointaine, et peut-être une réinvention de la mobilité. Il y a certains constructeurs japonais, par exemple, qui investissent beaucoup dans la robotique. Comment, malgré un cadre aussi contraignant, arriver à préparer l'avenir et à préparer des disruptions technologiques majeures? Et juste pour terminer là-dessus, puisque vous avez parlé de Google, finalement, Internet, c'était une technologie qui était préparée pendant des dizaines d'années par les grands acteurs des secteurs télécoms. Et pour autant, quand Internet est arrivé, si on regarde aujourd'hui le paysage de cette industrie-là, il a été complètement chamboulé et la distribution de la marge les a mis en grande difficulté également. Donc je voulais savoir quelle était votre réflexion à ce sujet. Bon, il y a beaucoup de questions oui, dans la question, mais donc, vaste. il faut veiller à ce que je réponde. On y veillera. L'industrie automobile, de manière générale, se porte bien. Le marché mondial de l'industrie automobile, il continue de progresser. L'année 2012 va être une année record pour l'industrie automobile. Entre 79 et 80 millions de voitures vendues, en augmentation par rapport à l'année dernière, qui était autour de 76 millions. Et nous prévoyons qu'en 2013, il y aura une progression encore du nombre total de voitures vendues et produites dans le monde. Donc l'industrie, globalement, va bien. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est l'Europe qui va mal. Alors, donc tous les marchés sont en progression, sauf l'Europe. Et l'année prochaine, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un marché américain qui progresse, un marché chinois qui progresse, des marchés, etc., qui progressent. Peut-être que le marché japonais sera stable, mais le marché européen sera à la baisse et le marché français sera à la baisse. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, il est essentiellement européen. Est-ce qu'il y a matière à innover dans un marché comme ça? Évidemment. Les innovations de demain, elles sont de différentes natures. D'abord, je vais vous parler de celles sur lesquelles nous travaillons. L'une des plus grandes innovations, parce qu'en général, quand on parle d'innovation, les gens pensent technologie. Voitures très développées, nouveaux. Mais il y a des innovations qui sont sur des voitures beaucoup plus simples. La principale innovation que je considère aujourd'hui comme étant très utile, c'est offrir à des personnes qui aujourd'hui sont dans les pays émergents, qui ne peuvent pas acheter une voiture et qui sont obligés de se transporter sur des motos ou sur des bicyclettes ou sur des tricycles, des voitures qui permettent de changer leur vie. C'est la fameuse voiture à 3 000 $ que nous sommes en train aujourd'hui de développer en Inde, dans notre centre de Chennai, avec un croisement entre ingénieurs français, japonais et indiens. C'est une innovation. Faire des voitures à 3 000 $, c'est une très grande innovation. Sur le plan technique, c'est très compliqué. Comment faire des voitures qui soient sûres, qui aient les fonctionnalités de base et qui permettent à une... Parce que ce ne sont pas des voitures petites. Les gens dans les pays développés, dans les pays en voie de développement, n'aiment pas les petites voitures. Les petites voitures, c'est l'apanage des pays développés. Ils aiment la voiture la plus grande possible, avec le prix le plus petit possible. C'est ça le cahier des charges dans les pays. Donc, et ça, c'est une innovation majeure. Cette voiture, nous allons bientôt être prêts, nous allons la proposer, et je peux vous dire que ce sera une innovation majeure en matière de développement automobile. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, oui. L'innovation, monsieur évoquait le mot de disruptive, au fond, celle qui fait vraiment rupture, et son exemple, c'était Internet par rapport au business des télécoms. Pour vous, et on va conclure avec ça, parce que malheureusement, le temps nous presse, la téléportation, c'est ça qui pourrait détruire votre business, c'est pas pour demain. Est-ce qu'il y a des innovations de rupture qui menaceraient votre modèle économique? Je ne pense pas. Pour remplacer la voiture, pour l'instant, on n'en voit pas. On n'en voit pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que toutes les entreprises qui tournent autour de la télécommunication, qui tournent autour des développements des devis électroniques,
s'intéressent à la voiture parce qu'ils voient très bien que la voiture est un objet dont les gens ne peuvent pas se passer. Donc ce qu'ils veulent, c'est construire autour de la voiture des tas d'applications où ils viendraient se greffer et vendre leurs produits. Et nous regardons avec beaucoup d'attention ces évolutions de façon à ne pas perdre le contrôle. Vous savez très bien que dans les télécommunications, ceux qui produisent les téléphones ont fini par perdre le contrôle sur le produit lui-même. Ben, nous ne souhaitons pas subir le même sort. Pour l'instant, ça n'est pas envisagé. Nous avons quand même un bon contrôle. Mais il est évident qu'il y aura des évolutions dans ce sens, dans lesquelles vous allez voir beaucoup d'applications dans la voiture et autour de la voiture. Merci Carlos Ghosn d'avoir ainsi partagé avec nous. Merci et bravo à nos étudiants et merci à vous tous. Bonne cité.